dommage pour le remplacement. Non. Si vous choisissez. Bien. Bonjour, merci Monsieur le Président. Je promets d'être court, je sais que tout le monde promet ça, mais je vais vraiment essayer de faire un effort pour être rapide. Et donc je vais parler du rôle de l'expert comptable dans la décentralisation. Effectivement, je représente ici la Banque mondiale. Je dois dire aussi que je ne suis pas un expert comptable, hein, c'est quelque chose que je tiens à dire d'emblée, donc je n'ai pas cette expertise-là. En revanche, je suis à l'origine membre de la Cour des comptes française, et donc je suis quand même un cousin éloigné, très rapproché, d'accord, merci, de l'expert comptable, et la Cour des comptes française, notamment en matière de compte des collectivités locales, a été très active et a vraiment des messages très forts et un rôle très important, notamment après la création des chambres régionales des comptes. En ce qui concerne la Banque mondiale, je dois dire que pour nous, vraiment, la profession d'expert comptable est vraiment essentielle pour le développement économique d'un pays. Ça, c'est la position de la Banque mondiale dans tous les pays du monde. On pense que, on parle beaucoup en Tunisie actuellement d'investissement. Il faut savoir que pour un investisseur, la première chose qu'il regarde, c'est l'information financière des entreprises dans lesquelles il va investir. Et donc, vraiment, la qualité de cette information financière, pour lui, est essentielle. Et donc, vraiment, la Banque mondiale, dans pas mal de pays du monde, essaye de travailler avec la profession comptable, parce que nous pensons vraiment qu'une profession comptable qui est mal organisée, qui n'est pas à la hauteur, est un frein au développement économique des pays. Et c'est le cas notamment en Tunisie, où nous avons des relations régulières avec nos collègues de l'Ordre des experts comptables, et nous en sommes très contents. En ce qui concerne la décentralisation, la Banque mondiale aussi accompagne beaucoup de pays en voie de décentralisation. C'est le cas donc dans plusieurs régions du monde, c'est le cas aussi en Tunisie. Vous avez peut-être entendu parler d'un programme qui a été négocié il y a quelques semaines ou au début de l'été entre la Banque mondiale et le gouvernement tunisien. Il s'agit d'un programme de gouvernance urbaine de 300 millions de dollars sur 5 ans. Donc c'est quand même des volumes financiers très importants. Et nous voulions appuyer un programme du gouvernement tunisien qui vise à appuyer les investissements donc, des collectivités locales en Tunisie, des municipalités, des 264 municipalités. Et donc la banque va appuyer ce qu'on appelle le titre 2, qui concerne les transferts de l'État aux collectivités locales pour les investissements. Et donc ça, c'est un programme très important qui nous a amené dans les mois qui ont précédé, qui va nous amener dans la suite à regarder de très près le processus de décentralisation et à l'appuyer. Oui, des subventions d'investissement du titre 2, exactement, qui passent par la caisse, et donc qui sont ensuite allouées aux collectivités locales. Donc pour toutes ces raisons, c'est important, c'est un honneur pour moi, et je voulais remercier les organisateurs de nous avoir permis de participer à cet événement important. Mais voilà, je voulais dire que pour nous, ce sont des thèmes, décentralisation, expertise comptable, ce sont des thèmes très importants. J'étais aussi très intéressé par les présentations qui ont précédé. Je pense qu'il y a eu des messages très importants qui ont été donnés. Nous pensons que la démarche participative en matière de gouvernance locale est tout à fait importante, et la Banque mondiale essaye d'appuyer aussi ces démarches-là. Je pense aussi en termes de réforme de la comptabilité publique, il y a des choses très importantes qui ont été dites et auxquelles je souscris. Je ne sais pas si l'article de la loi de finances de 2014 qui dit que les collectivités publiques vont passer aux IPSAS a été voté pour faire plaisir aux institutions internationales. Je serais très honoré que ce soit le cas, au nom de la Banque mondiale, mais j'en suis pas totalement sûr. Je crois aussi tout simplement qu'on arrive à un moment où un certain nombre de pays, beaucoup de pays dans le monde, ont fait des progrès en matière de comptabilité publique, et je pense que la Tunisie a pris un certain retard en matière
de comptabilité publique. On est toujours sur une comptabilité en partie simple, une comptabilité essentiellement budgétaire, c'est-à-dire de consommation des crédits budgétaires. Et je pense qu'il faut vraiment passer à une comptabilité en partie double et éventuellement se rapprocher progressivement des normes internationales. Alors la comptabilité en partie double est actuellement testée à la Pairie générale de Tunis, avec l'idée de, si ça marche, de l'étendre à l'ensemble du pays. Hein, mais par expérience, j'étais à la Cour des comptes française lorsque, vous savez, la nouvelle loi organique sur les lois de finances a été mise en vigueur. La Cour des comptes a eu d'ailleurs un rôle très important dans tout ce processus. Et j'ai pu mesurer à quel point le passage à des normes, à une comptabilité d'exercice, ou comme on dit, une comptabilité en droit constaté, est un effort considérable qui prend plusieurs années. En France, entre le vote de la loi en 2001 et sa mise en œuvre effective en 2006 pour la première fois, c'est-à-dire, en fait, c'est les comptes de 2006 qui ont été présentés en 2007 sous la forme d'un bilan et d'un compte de résultat, enfin sous la forme d'état financier. Eh bien, ça a été un effort considérable de toute l'administration pendant 5 ans. Et la première certification de la Cour des comptes de ces états financiers en France a été accompagnée d'un nombre assez conséquent de réserves. Il y avait encore beaucoup de choses qui restaient à améliorer parce que c'est un travail considérable. Donc je pense que c'est quelque chose de très important pour l'État et à terme aussi pour les collectivités locales. Est-ce que les collectivités locales vont passer aux normes UPSAS? C'est un énorme défi. Et je pense que si jamais cette décision était prise, moi je suis persuadé que la profession comptable serait un vivier d'expertise qui serait quasiment indispensable parce que il n'y a pas actuellement dans l'État, parmi les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires de la Direction générale de la comptabilité publique, il n'y a pas actuellement l'expertise qui permettra de former toutes les myriades de comptables de l'État qui sont dans toutes les collectivités et qui sont les comptables de l'État. Ça va être un effort tout à fait considérable. Et je pense que l'expertise de la profession sera tout à fait essentiel. Alors, norme IPSAS ou pas norme IPSAS, ça, évidemment, c'est les Tunisiens qui décideront. La France n'a pas formellement adopté les normes IPSAS, mais elle a adopté des normes qui sont des normes nationales, mais qui s'inspirent, là aussi, qui s'inspirent très largement quand même des normes IPSAS, mais on a quelques réserves, les Français ont quelques réserves sur certains aspects de certaines normes IPSAS qui leur semblent ne pas toujours correspondre. Il faut savoir que l'Union européenne réfléchit actuellement à des normes EPSAS pour Europe. C'est-à-dire eux aussi disent les normes IPSAS c'est très bien, enfin, on va essayer de s'approcher bien des normes IPSAS, mais il y a quand même sur certains points, on veut quand même que certaines spécificités soient prises en compte et donc on va avoir nos normes IPSAS. Voilà. J'ai commencé à faire des digressions avant même d'avoir commencé. Donc, ce dont je veux parler maintenant, c'est d'abord de voir un petit peu quels sont les défis de la décentralisation. Ensuite, comment la profession, c'est-à-dire la profession comptable, peut-elle appuyer les collectivités locales dans ce processus-là? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, notamment hier et tout à l'heure par Anis. Et également ensuite voir quels sont les prérequis pour que ça se passe vraiment. Il y a un certain nombre de prérequis nécessaires, puis enfin une petite conclusion. Donc les défis de la décentralisation, c'est Madame Akrimi, je crois hier, qui a dit que la décentralisation c'était un processus conflictuel. Et je ne suis pas loin de penser la même chose. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, on va s'entendre et on va faire... Il faut savoir que dans tous les pays, enfin dans la plupart des pays du monde, et notamment en Tunisie, on vit sous un régime de rareté de la ressource publique. La ressource publique est rare. Et ce n'est pas parce qu'on va décentraliser que tout à coup l'État va pouvoir transférer des subventions pour les collectivités locales. Il ne faut pas rêver. Et ce qui est très important, c'est que quand on va transférer les responsabilités, transférer les missions vers les collectivités locales, il faut faire attention qu'on transfère aussi les ressources, parce que sinon c'est la recette pour un fiasco. Et ça, notamment en France, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que le déficit de l'État en France est très surveillé, notamment par Bruxelles. C'est un enjeu très important. Et l'État a eu tendance, à certaines époques, à se dire je vais me débarrasser d'un certain nombre de missions. Enfin bon, je le dis de façon un peu provocante. Je vais
je vais transférer un certain nombre de missions et de responsabilités aux collectivités locales. Et donc, mais est-ce qu'en même temps on a transféré, on a eu tendance à ne pas transférer complètement les financements qui allaient avec, et donc les collectivités locales se sont retrouvées étranglées parce qu'elles avaient de nouvelles missions qu'elles ne pouvaient pas nécessairement financer. Donc ça, c'est très important, et ça, c'est un message que je n'ai pas assisté à tout, puis il y a des sessions parallèles, mais ça, c'est un message que j'aurais voulu entendre peut-être un peu davantage, c'est comment est-ce que les collectivités locales en Tunisie peuvent s'organiser comme un groupe de pression qui va pouvoir faire entendre ses besoins auprès du gouvernement, auprès de l'État. Hein, il y a par exemple dans les pays européens, en général, il y a des associations de collectivités locales très fortes, hein, qui vraiment peuvent faire du lobbying, peuvent faire entendre leur voix, et ça pour des raisons, je dirais, d'histoire récente de la Tunisie n'est pas suffisamment peut-être organisée de cette façon-là pour que la voix des collectivités locales se fasse entendre. Il va y avoir des lois importantes, hein, la loi organique sur les finances locales qui va être préparée prochainement, qui est déjà sans doute en train d'être préparée. Est-ce que les collectivités locales vont avoir les moyens de peser vraiment sur la façon dont cette loi va être écrite et sur les mécanismes qui vont être mis en place? Donc ça n'est pas évident. Et en termes de financement, alors il y a une session sur les financements innovants. Moi je suis quelqu'un d'assez traditionnel, j'en vois trois. Il y a les transferts de l'État, donc j'ai dit qu'il ne fallait pas attendre des miracles parce que l'État lui-même a des difficultés financières sérieuses, donc même si c'est 3 ou 4% des dépenses publiques qui sont transférées aux collectivités locales, c'est pas beaucoup, mais je ne pense pas que ça va beaucoup augmenter dans un avenir proche. La deuxième chose, c'est la fiscalité. Est-ce qu'on va permettre aux collectivités locales de collecter des impôts et éventuellement d'avoir une marge de manœuvre sur les taux, c'est-à-dire dans certains cas de pouvoir augmenter les taux des impôts locaux. Ça, c'est un débat très important. Alors évidemment, là aussi, c'est une arme à double tranchant, parce que le prix politique au niveau des collectivités locales d'une augmentation des impôts, ça se paye cash. En général, les élections d'après, ça ne se passe pas très bien, parce que les citoyens sont très, très conscients de ça. Donc là aussi, on a débat. Il faut créer des marges de manœuvre pour les collectivités locales. Il faut le faire de façon mesurée aussi. Et puis la troisième chose, c'est l'endettement. Pouvoir emprunter. Alors là aussi, les marges de manœuvre, c'est important qu'elles soient là, mais les collectivités locales, aujourd'hui en Tunisie, sont déjà, pour certaines d'entre elles, passablement endettées. Et donc là aussi, c'est une possibilité qui est aussi relativement limitée. Donc, défi de la décentralisation, c'est aussi la question de la responsabilisation des décideurs locaux. Ça a déjà été mentionné, je ne vais pas m'étendre. Davantage d'autonomie dans la prise de décision, dans la gestion des financements, mais ça veut dire aussi la complexité croissante de la prise de décision. Quand il s'agissait de mettre en œuvre ce que le gouverneur décidait, finalement, techniquement, ce n'était pas très compliqué, il fallait mettre en œuvre. Quand maintenant, on vous donne des financements et on vous dit maintenant, c'est vous qui avez décidé ce que vous allez financer comme investissement, c'est vous qui avez décidé de l'emploi de ces fonds, qui allez les gérer. Évidemment, on entre dans un domaine où on a besoin d'une expertise technique un peu plus développée. Et vous voyez où je veux en venir. Donc il y a nécessité dans de nombreux domaines, avec davantage de décentralisation, d'une plus grande expertise. Et l'expertise et la connaissance, c'est vraiment le métier de l'expert comptable. Et c'est là que je pense son rôle peut être très important. Alors, en ce qui concerne ces défis, je pense que la Tunisie présente certains atouts pour relever ce défi de la décentralisation. D'abord, ça a été dit hier, une culture municipale ancienne, bon, je vais pas, vous le savez mieux que moi, mais aussi des systèmes centralisés et homogènes. On a vu jusqu'à présent beaucoup dans les débats, la centralisation c'est pas bon. Mais c'est pas que mauvais la centralisation. Moi, je me permets de le dire aussi. C'est pas mal que toutes les municipalités tunisiennes présentent le budget selon la même nomenclature. Ça paraît évident quand on est tunisien ou français de se dire il y a une homogénéité, même nomenclature budgétaire, même système de comptabilité budgétaire, le système ADEB qui est réparti partout, des comptables publics de la DGCP qui sont dans les municipalités et qui effectuent les dépenses, etc. Pour nous, ça paraît quelque chose de normal. Il faut savoir que la banque travaille dans des pays,
l'Inde par exemple, où chaque municipalité va avoir sa petite façon à elle de faire son budget. Certaines vont être informatisées, d'autres non, c'est pas forcément les mêmes systèmes, tout ça est très... Donc il y a beaucoup de pays, dans beaucoup de contextes, où il y a une bien plus grande hétérogénéité, et donc ça présente des risques très importants. La Tunisie a la chance de s'appuyer sur des systèmes centralisés, techniques, de normes, de systèmes informatiques, de systèmes de reporting et de contrôle qui sont homogènes sur tout le territoire. Et je pense que ça, ce serait dangereux de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, de casser ces systèmes-là sous prétexte de décentraliser. Je pense qu'il faut s'appuyer dessus. Les contrôles multiples. Alors certains diront, et j'en fais partie sans doute, qu'il y a trop de contrôles. Mais il y a des contrôles multiples qui sont quand même une garantie de la bonne dépense publique. C'est de l'argent public, c'est précieux. Et donc c'est important que ces contrôles existent, et c'est aussi une garantie, c'est une garantie pour le maire d'être contrôlé. Lui, ça lui donne confiance. Et puis ces contrôleurs peuvent aussi le conseiller, lui faire des recommandations. Dans certains cas, la Cour des comptes, par exemple, lui faire un certain nombre de recommandations. Mais il y a aussi un certain nombre il y a des mais. D'abord, mais j'en ai déjà parlé, le manque de structuration des collectivités locales face à l'État. C'est pas, les collectivités locales ne sont pas un lobby très puissant face à l'État, et sans doute des capacités insuffisantes au niveau des collectivités locales. La gestion des collectivités locales s'appuie sur un petit nombre de cadres, il y a un taux d'encadrement qui est très faible, et il y a certainement, notamment dans les plus petites municipalités, un problème de capacité. Et si on entre dans des réformes importantes, dans le cadre de la décentralisation, plus de responsabilité, plus d'autonomie, des nouvelles normes comptables, etc., ce manque de capacité peut s'avérer bloquant. Et finalement, pour moi, la grande question, c'est comment passer d'une logique de contrôle, c'est-à-dire essentiellement une logique de contrôle a priori, c'est-à-dire tous les actes des collectivités locales sont approuvés par le gouverneur, toutes les dépenses sont approuvées en amont avant de pouvoir être exécutées, à une logique de performance. C'est-à-dire la municipalité va se fixer des objectifs, et ensuite on va la mesurer, on va la juger à sa capacité à atteindre ces objectifs, avec plus d'autonomie dans l'utilisation des moyens pour atteindre ces objectifs. C'est aussi la logique de l'État. D'accord, 5 minutes. Il ne m'en faut pas plus, merci. Et ça, c'est très important. Performance et allègement des contrôles ex ante, ça ne veut pas dire fin des contrôles. Vous avez remarqué que le chapitre 7 de la Constitution insiste beaucoup sur le rôle de la Cour des comptes. Rôle renouvelé et renforcé de la Cour des comptes à l'égard des collectivités locales. Donc allègement du contrôle ex ante, renforcement sans doute du contrôle ex post, et là aussi ça pose des questions intéressantes. Voilà à peu près pour moi la question. Donc comment la profession peut-elle aider ce processus de décentralisation? Alors d'abord par son activité de conseil. Le comptable public, comptable public c'était le terme anglais, l'expert comptable si vous voulez, c'est avant tout un conseiller. Donc, qui peut aider par exemple à la mise en place d'une comptabilité analytique, une comptabilité des coûts. Il faut, si on veut refaire les trottoirs d'une route, il faut pouvoir le faire au meilleur coût, surtout quand on est dans un contexte de rareté de la ressource publique. Réalisation des plans d'investissement, l'analyse économique et financière des projets, l'amélioration du contrôle interne, la préparation des demandes de financement, la formation, je l'ai mis en gras, et pour moi c'est tout à fait essentiel, notamment si on passe un jour aux normes IPSAS, il va y avoir un effort de formation considérable à faire, dans lequel, à mon avis, la profession comptable peut avoir un rôle très important. Peut-on envisager des mandats légaux? On vient de parler du mandat légal sur les EPIC et les EPS. Est-ce qu'on peut aller vers la certification des comptes locaux? Imaginons par exemple que la comptabilité des collectivités locales passe dans l'IPSAS un jour. Va-t-on aller vers la certification des comptes locaux? Ça semble logique. Je pense que ça n'est pas pour tout de suite. C'est quelque chose qui a été discuté depuis très longtemps en France. Didier Migaud, qui est le premier président de la Cour des comptes française, a proposé récemment que les grandes villes françaises, que leurs comptes soient certifiés par des commissaires aux comptes. Et donc c'est une réflexion qui mérite un appui à la Cour des comptes. Dans un certain nombre de pays, la France, pas la France, la Banque mondiale, a appuyé la Cour des comptes, ou son équivalent, l'institution supérieure de contrôle, en disant, voilà, vous n'avez pas les capacités en interne
d'auditer toutes les municipalités, toutes les collectivités locales de notre pays. Pourquoi n'embauchez-vous pas des cabinets d'audit privés pour faire le travail de premier rang? Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas in fine responsable du produit final, ça sera toujours un rapport de votre institution, mais vous allez démultiplier vos capacités d'intervenir sur l'ensemble du champ. Et ensuite, l'avantage, c'est que ces rapports-là seront transmis au Parlement, c'est-à-dire qu'ils seront intégrés dans vos propres procédures. On a fait ça notamment au Bangladesh avec beaucoup de succès. C'est des choses dont j'ai eu l'occasion de parler avec le président de la Cour des comptes tunisienne. Pour l'instant, je dois dire que ce n'est pas forcément dans la culture, c'est quelque chose où ils sont assez réticents, mais je pense que si on va vers les normes UPSAS ou des normes équivalentes, je pense que le problème va se reposer. Quand l'État français est passé à une comptabilité en droit constaté, on s'est rendu compte que les magistrats de la Cour des comptes n'avaient jamais certifié un compte de leur vie. Donc comment est-ce qu'ils allaient certifier les comptes de l'État? Et donc en fait, la solution, ça a été de recruter massivement des experts comptables, des grands cabinets d'audit, Price, KPMG, etc., leur donner un contrat de 2-3 ans avec la Cour des comptes pour que ce savoir-faire, pour qu'ils puissent utiliser ce savoir-faire au bénéfice de la Cour, et c'est un système qui a très bien marché. Donc là aussi, c'est plus des pistes de réflexion que des choses très... Alors quels sont les prérequis? D'abord, la profession en Tunisie doit renforcer son offre de services dans le secteur public. Ça n'arrivera pas tout seul. Il faut que, du côté de la profession comptable, on s'organise pour développer une expertise en matière de secteur public. Et il y a des spécificités du secteur public. Être à la pointe de la modernité en matière de techniques financières, pour faire évoluer la réflexion politique, devenir un conseiller du gouvernement sur les aspects financiers et comptables de la décentralisation, l'amélioration du contrôle interne, la préparation... bon, ça, je l'avais déjà dit avant. Deuxième point, une évolution des mentalités est nécessaire chez les décideurs publics. Conclusion rapide. La décentralisation, je pense, est une chance pour la Tunisie. Ça va engendrer des besoins en expertise comptable et financière, qui vont être considérables. Cependant, je me suis rendu compte que j'ai sauvegardé une mauvaise version, mais donc il y a des petites coquilles. Cependant, l'implication de la profession comptable ne se fera pas automatiquement. La profession doit élaborer une stratégie visant à renforcer son offre en direction des collectivités locales, et notamment les plus grandes d'entre elles. Je vous remercie. Merci.